nous accueillons trois intervenants. Christophe Desarcy, directeur des ressources humaines et ancien DRH chez Euronews, Guillaume Couder, fondateur de l'Influence RH, et Arnaud Chasset, directeur du comité de la Fédération sportive de handball des Bouches-du-Rhône. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Bonjour à vous trois et encore merci d'être présents avec nous aujourd'hui, cette dernière journée. Christophe, je vous laisse la parole pour vous présenter. Bonjour Pauline, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous ce matin. Je vois qu'il y a beaucoup de tables rondes ou de présentations où il n'y a que des femmes. Donc ce matin, vous avez une présentation où il n'y a que des hommes. Voilà, parce que je trouvais que la parité était moyennement représentée. En deux mots, comme Pauline l'a dit, je suis DRH, j'ai toujours été dans les ressources humaines. C'est un choix qui n'est pas venu spontanément. En fait, j'ai fait les études les plus larges possibles pour me donner le temps. Et pendant ces études supérieures, je me suis rendu compte qu'au fond, j'aimais beaucoup les contacts, j'aimais beaucoup être en relation, j'aimais beaucoup organiser, j'aimais beaucoup convaincre. C'est toutes les caractéristiques du métier des ressources humaines, en tout cas tel que je l'ai. Et donc, j'ai fait le choix de ce métier et j'ai recherché une entreprise, on commence à rentrer un tout petit peu dans le sujet, qui corresponde à la façon dont je voulais vivre les relations avec les autres dans l'entreprise. J'ai commencé par une très mauvaise expérience pour un stage où le DRH et le DG avaient été séquestrés par les employés. C'était le chantier naval de La Ciotat, qui est rien aujourd'hui, ils ont fermé quelques semaines après. Et je me suis dit, il faut trouver une entreprise où je sois aligné, on ne disait pas comme ça à l'époque, où nos valeurs soient partagées. Je suis rentré dans le groupe Bouygues. J'y ai fait à peu près 30 ans. D'abord une carrière dans le BTP de 8 ans. Et puis ensuite, Bouygues avait racheté le groupe TF1. Et donc j'ai continué pendant plus de 20 ans dans le groupe TF1, comme DRH de LCI, d'Eurosport, de France 24, et puis numéro 2 de la DRH du groupe. Petit message juste en passant, une fois que vous avez fait le bon choix de l'entreprise, il y a des trains qui passent dans votre carrière et vous n'êtes pas obligé de sauter dans chacun. D'ailleurs, personne ne vous y forcera. Mais il y a des opportunités à certains moments. Au début, c'est plutôt tous les 2, 3, 4 ans. Après, ça s'étale un peu. Voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé de Montpellier à Orléans, à Paris, dans différentes filiales du groupe. Et puis, en 2015, je me suis dit que je n'avais pas envie de rester numéro 2 de la DRH du groupe TF1. J'aime bien les postes en comité de direction qui vous mettent au contact des autres fonctions de la société. Et donc, j'ai quitté le groupe. A priori, pour découvrir un autre secteur, et en fait, c'est les médias qui m'ont rattrapé à Lyon, Euronews, où j'ai travaillé 7 ans jusqu'à l'été dernier. Voilà. Et puis, je vais redévelopper tout à l'heure si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Guillaume, c'est à votre tour. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors déjà, juste une petite question. Qui poste régulièrement sur LinkedIn dans la salle? On va voir si j'ai des copains, des copines. Ok, c'est à peu près 5. J'espère en tout cas qu'à la fin de cette table ronde, vous serez à peu près toutes et tous à poster régulièrement sur LinkedIn. Moi, je m'appelle Guillaume, j'ai créé en fait en 2009, et ça ne me rajeunit pas du tout, un blog qui s'appelle marqueemployeur.net sur lequel je traite de plein d'actualités liées au monde du travail. Et c'est aujourd'hui un blog en fait de conseils aux candidates et aux candidats ainsi qu'aux actifs pour booster leur carrière. Et en gros, grâce à ce blog que j'ai créé en fait en fin d'études en école de commerce, je me suis attiré tout un tas d'opportunités, c'est-à-dire que de grandes écoles comme HEC Paris, comme Sciences Po Paris ou comme les FAP m'ont sollicité pour intervenir justement auprès de leurs étudiants, de leurs élèves. Donc j'ai créé en fait une offre d'accompagnement des entreprises sur ces sujets de marque employeur. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la marque employeur. Il y en a à qui ça ne dit pas du tout, la marque employeur? Personne? Tout le monde connaît à peu près? Okay. La marque employeur, en fait, ce sont toutes les techniques utilisées par les entreprises pour attirer et fidéliser les candidats, les candidates, les salariés une fois qu'ils sont en poste. Parce qu'aujourd'hui, c'est particulièrement difficile, le marché du recrutement est particulièrement tendu et vous, en tant que candidat et candidat, vous êtes en situation de force. Et ça, c'est vraiment le message que je tend à faire passer à travers différents contenus. Donc aujourd'hui, j'anime 3 podcasts, un podcast pour Thales, un podcast pour EF Education First, les séjours linguistiques, je ne sais pas si vous les connaissez, et puis un podcast que j'anime moi-même sur mon propre compte. J'anime aussi des vidéos métiers, c'est-à-dire que je vais à la rencontre des collaborateurs et des collaboratrices des entreprises. Si vous allez sur le site Carrière d'IKEA, par exemple, vous avez une vidéo sur laquelle j'interviewe
des salariés d'IKEA, pareil pour BPCE. Prochainement, on va tourner à la FDJ, potentiellement chez Lidl aussi bientôt. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de faire découvrir en fait les métiers, la culture d'entreprise, tout ce qui vous intéresse en fait de près ou de loin au sein de ces entreprises. Vous les faire découvrir sur des formats divers et variés. Et je vous invite, si vous le souhaitez, en tout cas sur Instagram, à aller sur marque employeur comme une marque et un employeur. Voilà, parce que sur Instagram, c'est difficile de faire monter une audience sur les sujets monde du travail, alors que sur LinkedIn, c'est assez plus simple. Donc on s'ajoute sur LinkedIn, on s'ajoute sur Insta, et puis voilà. Si vous voulez, c'est ravi d'être là. Voilà, alors on n'hésite pas. Comme il a dit, Instagram et LinkedIn. Arnaud, c'est à vous. Bien, bonjour à toutes et à tous. Arnaud Chassel, je suis directeur du comité des Bouches-du-Rhône du handball. Alors, je suis la touche un peu exotique de cette table ronde. Je vais essayer d'expliquer pourquoi je suis ici, pourquoi ça peut prendre sens. Alors, un parcours un peu atypique, peut-être certains d'entre vous le connaissent, j'ai fait des études à l'Université Paris Dauphine. Et donc, on a, pendant très longtemps, à l'université, dit ce que je valais sur le marché du travail et presque mon parcours aujourd'hui peut être une déception pour mes professeurs d'école. Mais j'expliquerai pourquoi ça n'en est pas une pour moi en tous les cas. Et donc, à l'époque, je donnais déjà des cours à mes propres profs, puisqu'on était dans l'ère de la digitalisation et que les premiers parcours numériques naissaient. On pouvait passer ce qu'on appelait un DUG à l'époque, une maîtrise de sciences de gestion et un DESS, donc un Master 2, directement en ligne, et j'étais complètement l'artisan de ça au sein de l'université. Mais on était à une époque où les professeurs de l'université avaient des transparents et les diffusaient sur l'écran. C'était un petit peu difficile parce qu'à la fois il fallait des compétences techniques et à la fois il fallait des compétences en pédagogie nouvelle. Et il fallait réformer le parcours à distance. Qu'est-ce que c'est pour un enseignant qui a l'habitude d'avoir un public devant lui et une tribune. Donc ça, c'était la première partie de ma carrière. Mais rapidement, j'ai compris que je ne voulais pas être dans l'enseignement, uniquement dans l'enseignement, et que je voulais faire du terrain. Alors j'ai profité d'un laboratoire, parce que j'étais parti faire ma thèse dans le sud de la France, à Marseille, pour faire une thèse sur la reconversion des sportifs de haut niveau. Et à l'époque, c'était relativement novateur parce qu'on parlait déjà de télétravail, et toute la logique, c'était d'essayer d'exprimer qu'un sportif de haut niveau était complètement compatible en reconversion avec justement le télétravail. Mais on n'en parlait pas du tout comme aujourd'hui. Aujourd'hui, parmi vous, dans vos négociations, vous allez peut-être commencer par combien il y a de jours de télétravail disponibles. C'était juste hors de propos complètement à l'époque, évidemment. Par contre, il y avait des critères communs, comme capacité à fonctionner sur objectif, une grande autonomie, des objectifs à moyen, à court, à long terme, les Jeux Olympiques dans 4 ans, la compétition des championnats d'Europe, l'entraînement de demain. Donc tout ça avait du sens pour essayer de porter un discours sur, en RH, comment on peut résoudre un petit peu ces problématiques de reconversion de sportifs de haut niveau. Et puis ma passion a pris le dessus, et je me suis retrouvé à gérer, ce qui était mon rêve en fait d'enfant, un club sportif. Alors, ça peut paraître un peu anecdotique, saugrenu, mais pas du tout, parce qu'on va le voir, je pense, dans les questions qui vont venir. Il y a plein d'éléments qui rapprochent le sport de performance. Dans le recrutement, en tous les cas, c'est une certitude des problématiques qui nous concernent aujourd'hui. Et puis, il y a un autre élément, c'est que ça permet de toucher à l'humain, au sens propre du terme, c'est-à-dire que dans les groupements, on va dire les organisations, les sportifs qui plus est, on a à gérer à la fois des salariés, à la fois des bénévoles. Et cette dimension, elle est peu connue du milieu entrepreneurial, finalement. Comment on motive quelqu'un qu'on ne paye pas? Comment on fait pour recruter les meilleurs quand on ne les paye pas? C'est quelque chose qui est tout à fait dans le sens, je pense, de la conférence d'aujourd'hui. Donc voilà. Alors pour terminer aujourd'hui, après on va dire, bien 18 ans à la tête d'un club sportif, j'ai pris donc, il y a 3 ans maintenant, 4 ans maintenant, la direction du comité des Bouches-du-Rhône de handball. J'ai un rôle à la fédération ici de conseil au sein des politiques d'influence notamment. Alors la Fédération française de handball, pour ceux qui ne connaissent pas, elle a sur les épaules, on va dire, le rôle, le statut de la fédération qui fait gagner le plus de médailles. J'espère que ce sera le cas pour les Jeux Olympiques à venir. Mais c'est aussi un rôle à assumer. Au niveau mondial, on est reconnu comme les meilleurs formateurs. C'est-à-dire qu'on va parler de développement de talent. S'il y a bien une fédération sportive qui a su cultiver ça année après année, c'est pas d'hier. C'est une culture qui a maintenant plus de 20 ans et est restée sur le devant de la scène pendant 20 ans. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué dans le sport de très haut niveau. Donc il y a une vraie culture derrière ça, des vrais process. Et donc ça sera peut-être aussi l'occasion d'évoquer tout ça. Merci beaucoup. Donc on va rester avec vous, Arnaud, pour la première question. Quelle expérience et quel apprentissage ont façonné votre parcours professionnel et vous ont finalement conduit à travailler dans le domaine où vous êtes actuellement? Alors, je pense pouvoir résumer ça, mais je vais être un peu plus long qu'un résumé. La première des choses, c'est je suis convaincu qu'il faut être passionné par son travail. Ça, c'est la valeur première, je pense. Alors, la valeur travail, elle disparaît peut-être un peu, c'est dans l'air du temps. Être passionné, ça ne disparaîtra pas.
Donc être passionné par son travail, c'est pour moi quelque chose de fondamental. Et un des éléments qui peut le permettre, c'est de travailler dans sa passion. Si on évite les écueils de ça, je vais donner un exemple très concret. À l'Olympique de Marseille, ils ne recrutaient plus de Marseillais dans tous les processus secondaires, y compris dans certains processus principaux. Ils ne recrutaient plus de Marseillais. Pourquoi? À votre avis, qu'est-ce qui pourrait sembler complètement saugrenu? Un manque d'objectivité. Un manque d'objectivité, mais surtout un manque d'efficacité. Lorsque l'Olympique de Marseille, on se retrouve 3 jours avec des gens dépités au travail qui sont incapables de se sortir de ce contexte émotionnel. Donc travailler dans sa passion, ça a aussi des effets pervers. On a tous et toutes une personnalité, de l'émotion, de l'affect, et des décisions qu'on peut être amené à prendre à tête reposée sont possibles, mais sont rendues difficiles lorsqu'on est dans un domaine passionnel, passionnant. Regardez les vies personnelles intimes pour le comprendre. Donc ça, c'est la première des choses, être passionné dans son travail, et je me suis dit, le meilleur moyen de le faire, et de ne pas me lever le matin en me disant, j'ai pas envie d'y aller, c'est d'être dans quelque chose qui me motive à y aller. Donc ma passion était le premier critère. Ensuite, j'ai fait des rencontres, effectivement, donc je vais en parler. J'ai voulu découper en 2 axes, savoir-être et savoir-faire. Dans les savoir-faire, je vais commencer par ça, je pense que les études ne m'ont pas apporté grand-chose. Elles m'ont apporté la capacité d'arriver en maturité au moment où je pouvais prendre un poste à responsabilité. Mais, par contre, au sein de ces études, j'ai fait des rencontres qui m'ont énormément apporté. Donc je ne vais pas parler des contenus d'apprentissage, mais plus des rencontres et de ce qu'elles m'ont apporté. La première, c'est ce que j'appelle moi une formule intellectuelle. J'en ai rencontré quelques-unes dans ma vie qui m'ont fait un effet waouh. Je me suis dit, là, il y a quelque chose derrière quand même. C'est pas que du paraître. Alors il s'appelle Edmond Zucchelli, pour être en recherche. Il a dirigé France Télévisions Interactive au tout départ. Il y a une fresque de l'UNESCO à Paris avec les créateurs du web en France. Il en fait partie. Créateur de contenu. Voilà. Il fait partie des journalistes qu'on dit dès le début, mais c'est fini le journalisme avec un stylo et une feuille. Il va se passer plein de choses. Il y a une révolution en cours. Il était un des seuls à l'avoir vu venir. C'est ce qui lui a valu sa nomination en tant que DG. Et puis, cette personne, elle m'a vraiment expliqué et fait comprendre l'importance de la veille. Donc si je dois aller sur le premier savoir-faire, celui qui m'a fondamentalement modifié, c'est la veille. Et je n'ai rencontré dans les personnes qui ont réussi, ou que j'estime avoir réussi dans leur vie professionnelle, que des gens qui avaient fondamentalement ça ancré en eux. La veille. La veille technologique, la veille concurrentielle, la veille en termes de réseau, toutes les veilles que vous pouvez imaginer et connaître, ils avaient compris à la fois l'importance et à la fois les rouages. Deuxième personne fondamentale que l'on rencontre, Philippe Bana, l'actuel président de la Fédération française de handball, et qui a été longtemps DTN, directeur technique national, et qui est le grand architecte de ce que c'est ma marque aujourd'hui. Et il est un des premiers à avoir compris que, même si on était une fédération sportive, il fallait construire une marque. C'est pas anecdotique et anodin si on en est là en étant un sport mineur, que les handballeurs qui pensent que ce sport est important. On est un sport mineur, on en est bien conscient, mais dans les sports mineurs, on a fait notre trou. On pouvait être complètement comparable au volleyball 30 ans en arrière. Aujourd'hui, personne ne peut comparer le volley et le handball dans les réussites successives. Donc Philippe Bana, pareil, culture de réseau, une capacité extraordinaire à savoir qui fait quoi à quel moment. Vous êtes dans la pièce, vous avez discuté une fois avec lui, il vous revoit 10 ans après, il sait qui vous êtes, il sait ce que vous faisiez 10 ans avant. Incroyable. Il est pas un peu vrai. Ouais. Il est incroyable. Vraiment incroyable. J'ai presque terminé. Je vous parle d'un dernier élément, donc savoir-faire. L'informatique, ça peut sembler presque puéril de dire ça, mais l'informatique, notamment au service de la gestion. Alors vous allez entendre parler, vous en avez entendu parler des ERP, des PGI, qui va vous aider dans les systèmes d'information à fonctionner dans les processus principaux et secondaires. Ok, très bien. Mais dans votre vie quotidienne, qu'est-ce que vous utilisez comme outil pour vous faciliter la tâche, pour automatiser tout ce qui peut l'être? Moi, ça m'a fait gagner du temps, de l'efficacité, mais du temps de vie aussi, pour être à l'équilibre et épanoui, je crois, entre vie professionnelle et vie privée. Dernier élément, les savoir-être. Ça sera le dernier axe. J'ai rencontré, c'est-à-dire c'est qu'on m'en fout de parler de ses études, et puis après il parle de ça. J'ai passé le BAFA, il y a quelques années en arrière maintenant, vous imaginez. Et moi je sortais d'une université où on me disait toujours qu'on valait ça, qu'on était formidable, etc. Et puis, sportif quand même d'un certain niveau, j'avais cette culture de la compétition. Être meilleur que l'adversaire qu'on allait avoir en face de soi. Et j'ai fait cette formation et j'étais, de mon point de vue, et puis du point de vue de tous les gens qui participent à cette formation, brillant, quoi. Le premier, le plus fort, celui qui était au-dessus, quoi. Et je me suis pris la plus grosse claque de ma vie à l'issue de cette semaine de formation. C'est que un BAFA, vous allez me dire,
En fait, le plus gros apprentissage dans les savoir-être que j'ai eu, je l'ai eu ce jour-là, avec 3 adultes en face de moi, au temps de prise, à la sagesse non dissimulée, qui m'ont exprimé que j'avais laissé de la place à personne. Et qu'en fait, il me manquait, dans toutes les qualités que je pouvais avoir, celle-là qui était peut-être la plus précieuse. Laisser de la place aux autres. Dans les savoir-être que vous allez développer, c'est bien de vouloir être meilleur que les autres, c'est mieux de vouloir être meilleur que soi-même, être meilleur le lendemain que la veille, de mon point de vue. Et surtout, c'est bien de laisser de la place aux autres, alors je laisse la place aux autres. Et du coup, Christophe, c'est à vous. Oui, quelle question. Quelles expériences et quel apprentissage ont façonné votre parcours professionnel et vous ont finalement conduit à travailler dans le secteur où vous êtes actuellement? Je vous en ai donné une tout à l'heure, votre intervenance, ce fameux stage, qui en fait a guidé tous mes choix professionnels par la suite. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que les entreprises ne se valaient pas toutes. Et on peut même dire qu'il y en a pas qui sont mieux que d'autres, même si dans certains critères je le pense, mais il faut trouver celle qui me correspond bien. Et si j'avais des idées claires sur le métier que je voulais choisir, je me suis rendu compte que l'exercer dans une entreprise ou une autre, ça n'était pas du tout la même chose. Personnellement, je marche au plaisir, je marche, si c'était la passion tous les matins des salariés de l'entreprise, parce qu'il y a quand même son revers, en tout cas, à la satisfaction de construire. Et avec cette expérience un peu traumatisante, c'est pas moi qui ai fait séquestrer, mais je me dis, il faut que tu trouves une boîte où les forces en présence et qui parfois ont des intérêts divergents, faire simple, la direction des syndicats, qui représentent les salariés, arrivent à en sortir par le haut. Et une culture du compromis, de l'intérêt supérieur commun. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le groupe Bouygues. Sans cette expérience, je ne l'aurais pas du tout réalisé. Vous n'entendez jamais parler d'une grève dans le groupe Bouygues. Bouygues Bâtiment, Bouygues Télécom, TF1, il n'y a jamais de grève. D'autres groupes publics, en ce moment, vous entendez qu'il y a des grèves 2-3 fois par an. C'est pas que dans le BTP, les gens soient plus mous que les autres et que les syndicats soient faibles. C'est qu'il y a une culture qui a été développée par le fondateur du groupe, qu'on n'a pas intérêt à mener la politique du pire. À un moment, il faut qu'on s'écoute et qu'on trouve un compromis. Donc ça a été un fil de conducteur toute ma vie, que j'ai retrouvé dans les filiales comme TF1, filiales du groupe. À un moment, il a fallu construire à partir de rien, puisqu'on a créé LCI sur une page blanche, on a créé France 24 sur une page blanche. Voilà, mais j'avais toujours ces valeurs en tête, et je les ai gardées aussi toute ma vie dans les relations avec mon DG ou mon président avec qui je me suis le mieux entendu. C'était d'avoir cette culture du compromis, d'en sortir par le haut. C'est pas évident dans ce métier. C'est pas un métier qui a très bonne presse. En général, quand vous projetez sur l'image de la DRH, elle n'est pas très positive. Dans l'esprit des gens, c'est là où on se virait. Si vous regardez le rôle des DRH au cinéma, c'est toujours des gens un peu bizarres, un peu pervers, un peu qui cultivent le secret, qui aiment virer des gens. Enfin, bref. Donc ça, il y a longtemps que je considère qu'il ne changera pas. Et en revanche, à titre personnel, on peut être crédible et avoir des succès dans l'entreprise. Et nos succès, un peu comme les élus, comme les représentants du personnel, et j'ai des figures en tête, moi aussi, de représentants du personnel très affirmés, avec lesquels j'ai très bien travaillé, c'est quand il y a un souci dans l'entreprise, de recoller les morceaux pour que le faire se veut. C'est-à-dire il y a un manager, un salarié qui n'arrivent plus à travailler ensemble, il y a une difficulté, ils ne se comprennent plus. La solution, c'est pas de virer l'un ou l'autre, en général le salarié d'ailleurs, c'est de les amener autour d'une table et qu'ils arrivent à se parler. Voilà, donc je ne vais pas vous citer un nombre d'exemples qui ne vous parleraient pas, mais c'est ma façon d'envisager les ressources humaines. On ne se lève jamais le matin en disant « je mettrais bien un avertissement à quelqu'un ce matin ». Qui est-ce que ça pourrait être? On ne choisit pas ce métier pour faire des PSE, même si tout ça, c'est parfois notre lot, au quotidien. Et j'ai eu la chance d'avoir des figures, des DRH qui ont une personnalité très forte, qui
m'ont inculqué ce que je viens de vous dire, et puis je me suis retrouvé. Et c'est quelque chose qui n'est pas évident aujourd'hui, je finirai par là, au moment où les actionnaires demandent du résultat de plus en plus vite, en particulier les groupes américains, en particulier les grands groupes, moins dans les groupes familiaux, qui ont une histoire, comme vous voyez, comme Hermès ou d'autres groupes. À l'heure où donc la culture du résultat est très prégnante, le reporting prend énormément de temps aux fonctions support dans les RH, c'est pas évident de garder du temps pour aller dans les bureaux, aller dans les régies, quand c'était en télévision, pour parler avec les gens, pour se faire apprécier, connaître et régler tout un tas de petits problèmes. Et voilà, c'est ce qui m'a nourri, fait avancer, ce plaisir de régler des situations et de développer les salariés d'entreprise. Merci beaucoup. Et vous, Guillaume, selon votre parcours professionnel, quelle réponse pouvez-vous apporter? Déjà, j'ai entendu Olympique de Marseille. C'est la première fois que j'entends parler d'Olympique de Marseille autour d'une table ronde. Donc, il y a deux doigts de me lever. Mais non, en tout cas, il y a plein de termes là, qui sont sortis, notamment celui de passion, que j'aime beaucoup. En termes de parcours, justement, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a vraiment un lien de cause à effet entre toutes les expériences professionnelles qu'on peut vivre. En tout cas, c'est mon cas. C'est-à-dire qu'en école, donc on m'a incité à créer un blog. C'est le fameux blog dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai aussi rencontré un prof qui évoluait dans le monde anglo-saxon qui m'a dit, bah voilà, il y a un terme qui émerge pas mal, celui de l'employer branding, mais en France, on n'en parle pas beaucoup. La marque employeur, c'est tout juste naissant. Donc moi, en fait, je me suis engouffré dans cette brèche, ce sujet de niche qui était la marque employeur à l'époque, et qui est toujours d'ailleurs ce sujet de niche. Et en fait, ce que je remarque, c'est qu'une opportunité en attire une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. C'est-à-dire qu'en parlant de marque employeur sans m'y connaître du tout, en fait, c'est-à-dire que lorsque j'ai créé ce blog sur la marque employeur, je ne connaissais rien du tout au sujet. Et j'ai des organismes de formation qui m'appellent, qui me disent voilà, on aimerait bien que vous interveniez sur ce sujet auprès de nos entreprises clientes. Et les entreprises clientes sont des grands groupes, voilà, on citait des Bouygues, des boîtes comme ça. Donc, moi j'arrive, je dis moi, en fait, je n'ai jamais donné de formation, je ne sais pas du tout comment faire. Et justement, il peut y avoir dans notre vie professionnelle un peu ce sentiment, vous avez certainement entendu parler du syndrome de l'imposteur. Vous savez, où on valorise en fait vos compétences supposées, on a envie de les mettre en avant, mais vous, de votre côté, vous dites, est-ce que je suis légitime en fait? Est-ce que j'ai cette capacité à former des étudiants, à former des professionnels, à intervenir sur une vidéo, à passer sur un BFM, sur des trucs comme ça? Et là, vous avez un peu les pétoches, quoi. C'est une expression un peu boomer. Mais J'utilise ce connu, ça va, tu t'en sors bien. je veux dire plus Paris Saint-Germain, juste pour rééquilibrer. Bon, en tout cas, voilà. Et vous avez ce sentiment qui monte. Et moi, ce que je trouve intéressant, justement, depuis que j'ai commencé dans la vie active, c'est que j'étais un peu un yes man, en fait. J'ai accepté toutes les opportunités qui me sont arrivées. Quand vous avez, en gros, une super grande école ou un employeur qui vous appelle et qui vous propose une intervention devant des centaines de personnes, là, c'est super flippant. Mais par contre, vous le faites, ça vous enrichit et ça vous attire d'autres opportunités derrière. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ça vous permet de mesurer, en fait, votre réussite. Alors, on a tous et toutes dans la salle des définitions différentes de la réussite professionnelle. Je ne sais pas si je vous pose la question dans la salle. Pour vous, la réussite professionnelle, c'est quoi? Qu'est-ce qui ferait demain que vous réussiriez? Est-ce que c'est d'avoir un super bon salaire ou quoi? Un métier qui plaît, ouais. Et gagner un peu d'argent quand même, on est d'accord, ouais. Les autres? Ok, donc être content de se réveiller le matin, être enthousiaste. J'allais justement aborder la leçon d'enthousiasme juste après, donc c'est cool. Peut-être une dernière. Non? Ok. Donc en tout cas, vous avez des définitions de la réussite qui peuvent être hyper différentes. Et en fait, votre carrière, les opportunités que vous levez, entre guillemets, vous permettent d'évaluer cette réussite. Il y a des outils d'ailleurs, et je vous propose un petit atelier pendant que je ne trouve pas, c'est d'aller identifier votre SSI LinkedIn. Je ne sais pas si vous connaissez ce score qui est vraiment un super score qui vous permet de vous positionner sur les réseaux sociaux. Le SSI LinkedIn, vous pouvez le regarder sur votre smartphone, c'est votre score de notoriété sur cette plateforme-là. Il oscille entre 0 et 100, et en fait, il va varier ce score en fonction d'une part de votre expertise et de votre sympathie. Si vous véhiculez en fait des contenus intéressants, des contenus experts, et qu'en plus de ça, vous avez une image sympathique, je peux vous garantir que derrière, vous allez avoir tout un tas d'opportunités. Je vais conclure par ce terme justement d'enthousiasme. En fait,
c'est intéressant parce que ce terme d'enthousiasme, je le retrouve en fait sur toute ma carrière qui est quand même assez courte, en tout cas par rapport à Christophe, c'est certain. Le pouvoir. Non, mais pas par rapport à l'âge, par rapport à la carrière, à tout ce qu'il a pu vivre, des dizaines d'années de. Voilà, je rame. Mais en tout cas, je vous prends un petit exemple. C'est un jour, je cherchais un stage à l'étranger, un stage en Australie. Et je trouve un directeur d'une entreprise qui s'appelle l'Alliance Française. Et donc de l'Alliance Française de Sydney. Je vais le rencontrer lors d'un colloque à 7h du matin, petit déjeuner, au siège des Alliances Françaises du monde entier. Et je lui dis, bah voilà, moi j'ai vraiment envie de faire ce stage, donc c'est pour ça que je suis venu à votre colloque pour vous rencontrer. Et il m'a dit, en fait, j'avais pas du tout de mission à vous proposer, mais c'est votre enthousiasme qui vous a sauvé. Et cette phrase, elle m'a marqué, parce qu'en gros, à partir du moment où vous mettez de l'enthousiasme dans tout ce que vous faites dans votre vie professionnelle, bah, clairement, vous allez réussir. C'est une évidence, je pense. Oui, pardon. Christophe, ensuite, comment percevez-vous l'évolution du rôle des ressources humaines, en particulier en ce qui concerne son influence sur la culture organisationnelle et le développement des talents? Alors, on peut parler effectivement d'évolution en général. Juste un bémol dans l'introduction. Ça rejoint ce que je disais sur le choix d'entreprise. La fonction ressources humaines n'a pas la même place selon les entreprises. Il y a un critère que je communique souvent aux étudiants en ressources humaines et qui peut valoir pour tout le monde pour avoir déjà une idée des valeurs de l'entreprise. Si le directeur des ressources humaines n'est pas membre du comité de direction, c'est-à-dire si ce n'est pas une fonction importante comme le marketing, comme la communication, comme l'informatique, comme la production, comme le commercial, c'est donc une fonction mineure. C'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui représente cette fonction, mais aussi d'autres, la gestion, la finance, le juridique, au sein du comité. Et si le DRH n'est pas au sein du comité de direction, ça veut dire qu'il n'a pas de contact direct avec le dirigeant, et ça veut dire qu'il a un pouvoir d'influence relativement faible, et qu'il est davantage contrôlé dans une fonction d'exécution. Voilà. Donc je pense qu'il y a vraiment les entreprises où le DRH est à sa place, moi il y en a qu'une, c'est au sein du comité de direction, et celles où il n'y est pas, et où donc les politiques de ressources humaines risquent, c'est toujours le cas, risquent d'être moins ambitieuses. Avant le métier, quand je suis rentré il y a très longtemps, moi je suis tombé à poste comme ça, c'était assez simple, hein, payer, enfin d'abord recruter, payer, former, faire évoluer un petit peu en mobilité, voilà, puis gérer la fin du contrat pour faire simple. Aujourd'hui, ça bouge beaucoup dans tous les sens, ce qui est à la fois passionnant, usant et risqué. Alors c'est passionnant parce qu'il y a énormément d'opportunités. Pour peu qu'on soit aligné justement, direction générale, direction des ressources humaines, et qu'on mobilise des salariés, ce sera vraiment le cœur du sujet pour avoir une influence RH à l'extérieur de l'entreprise, il y a des tas et des tas et des tas d'opportunités. Parce que tout le numérique a démultiplié des choses qu'on faisait auparavant, et pour des coûts relativement faibles. Tout le monde peut développer du contenu, peut poster, peut... Voilà, pour des coûts véritablement faibles. Et donc, notre travail, je trouve, principal aujourd'hui, notre mission, c'est d'arriver à aligner, alors on peut le dire de différentes façons, les candidats qui sont à l'extérieur de l'entreprise, voire des personnes qui ne sont pas candidates, mais qu'on voudrait attirer, la vision de la direction générale de l'entreprise et la pratique réelle de l'entreprise. Parce qu'effectivement, sur tous les secteurs en tension auxquels Guillaume faisait allusion, l'entreprise se met en quatre pour attirer des talents. Ça n'a pas toujours été. J'ai connu plusieurs décennies de travail. À mon époque, c'était comme ça. C'était les candidats qui étaient en position de force. Moi, j'ai envoyé mon premier CV à 52 ans. Original. J'ai été recruté sans avoir envoyé mon CV 6 mois avant la fin de ce qu'on appelait le service militaire. Je pense bien. Et donc j'ai perdu le fil. Le CV à 52 ans. Ouais, mais c'était pas l'essentiel. Moi, c'est ce qui m'a marqué. Donc, ce qui nous
Oui, vous alignez les différentes composantes, futurs salariés, salariés qui vivent des choses dans l'entreprise et la direction générale. Il y a des forces contraires, puisque vous me demandiez quelle est l'évolution de notre métier. Quand on fait toute sa carrière dans la même entreprise, ça avait des inconvénients parce qu'on pouvait se démotiver et puis finalement ça devenait un peu alimentaire pour certains. Mais au moins on avait une communauté de travail, on y venait 5 jours par semaine sur le même lieu. Aujourd'hui, avec le télétravail, qui effectivement est une de vos préoccupations principales, on ne voit pas les gens tous les jours. C'est pour ça que personnellement, j'ai été l'initiateur du télétravail dans le groupe TF1, mais j'ai toujours pensé qu'il ne fallait pas proposer plus de 2 jours par semaine. Sinon, on commence à être plus en dehors de l'entreprise que dans l'entreprise. C'est une première évolution, donc gérer les gens qui ne sont pas toujours là, et aussi gérer des gens qui sont importants dans l'entreprise, mais qui n'ont pas forcément le statut de salarié, qui ne sont pas forcément CDI. Et de plus en plus, on retrouve des gens à leur compte, des consultants, des petites entités partenaires qui contribuent énormément au succès de l'entreprise, mais qu'on ne gère pas directement. En plus, il y a des crises de vocation. Je terminerai par là. Il y a beaucoup de salariés qui refusent aujourd'hui d'être managers. Personnellement, je trouve que c'est le plus beau métier du monde, que c'est passionnant. Alors, RH manager, c'est encore mieux. Mais manager, c'est beaucoup de responsabilités, beaucoup de contraintes. Vous avez sans doute quelques cours de management, en tout cas vous l'abordez à quelle l'occasion, mais ce n'est pas demain dans votre premier job que vous serez manager. Ce sera peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Vous aurez oublié tout ce qu'on vous aura appris. Et j'espère que l'entreprise vous formera à être manager au moment où vous serez promu manager. Vous voyez, de toute façon, il y a des tas de métiers passionnants qui ne sont pas ceux des managers, il y a des experts, tout le monde n'est pas fait et n'a pas envie d'être manager. Donc, le RH manque de relais dans l'entreprise. Les salariés qui disent non, mais c'est plus d'emmerde que ce que ça me rapporte, donc même pour un salaire supérieur, je ne peux pas être manager. Et le deuxième pilier avec lequel on travaille très bien, quand tout se passe très bien, ce sont les syndicats. Vous avez vu, je parle souvent de syndicats, alors je suis DRH, normalement on nous oppose. Mais non, on construit ensemble quand ça se passe bien. Et il y a une crise des vocations pour être syndicaliste terrible. D'abord en France, il y a 5 ou 6% des gens qui sont syndiqués, on imagine guère. Et c'est un peu une boîte de garage. Si vous faites 5 ans, 8 ans dans le syndicalisme, comment vous retrouvez votre métier après? Parce que c'est le souci. Voilà. Donc l'évolution du métier, c'est vraiment par rapport à un corps social qui était constitué tous les jours au même endroit et ça durait très longtemps. C'est éclaté. Il faut sans doute bâtir des contrats plus courts, des contrats moraux de 2 ans, 3 ans avec les salariés. C'est particulièrement vrai avec les jeunes générations qui ont envie de changer. Donc c'est à la fois passionnant, risqué, et un peu épuisant parfois. Merci beaucoup. Arnaud, comment percevez-vous l'évolution du rôle des ressources humaines selon votre parcours? Alors, j'aurais tendance à penser, encore une fois, je ne suis pas du tout autant expert et autant dans l'expertise que mes deux confrères ici, mais j'aurais tendance à penser qu'un des éléments les plus importants pour l'avenir, c'est le management de la connaissance interne. C'est-à-dire, on a beaucoup de départs en retraite et on a surtout beaucoup de turnover aujourd'hui, beaucoup plus qu'auparavant. Or, dans une société digitalisée où l'accès à la connaissance se fait depuis votre smartphone, on pourrait considérer que finalement on n'a pas besoin de transmission des connaissances au sein des entreprises puisqu'on va pouvoir aller la chercher ailleurs. Ça serait omettre beaucoup d'éléments qui font la qualité d'un manager, qui font la qualité d'un chef des ventes, qui font la qualité du responsable opérationnel dans tel ou tel domaine. Et finalement, c'est valable dans énormément de dimensions entrepreneuriales. Les routines, les process, l'accumulation du réseau. Qu'est-ce qui fait que tel individu dans l'entreprise est meilleur qu'un autre à ce poste-là? Qu'est-ce qui fait que sur l'échiquier, qui représente une pièce épanouie, fait que les autres pièces autour, elles aussi prennent leur rôle, prennent leur place et finalement servent à l'efficience le plus importante possible pour le gain de l'organisation. Moi, je pense qu'il y a vraiment un enjeu majeur auquel vous avez peut-être participé ou contribué. C'est déjà le cas. Hein. C'est pas d'hier le management de la connaissance. Mais je pense que ça va prendre de plus en plus d'ampleur et d'importance dans l'avenir. Il va falloir réussir à intégrer tout ce qu'on va perdre, et on va en perdre. Des temps de crise, on va en perdre beaucoup. Elles vont être remplacées par plein de créativité, par plein de nouvelles générations avec des idées neuves et nouvelles, et je vous encourage. Mais il ne faut pas mettre
faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. C'est une autre expression un peu ancienne, ça, non? Non, mais c'est pour être solidaire. Voilà, donc c'est très très important, je pense, d'être très au fait de cette transmission. Beaucoup d'entreprises s'y sont mis avec du tutorat senior, junior. Il y a encore beaucoup de choses à innover, à inventer dans ce domaine-là. Et il n'est pas impossible que l'IA nous y aide, d'ailleurs. C'est pas du tout impossible qu'on ait une partie du travail automatisé grâce aux IA. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette connaissance qui s'en va avec les départs en retraite et avec le turnover? Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, je pense qu'il est crucial, et plus que jamais, c'est donner du sens. Donner du sens aux salariés de l'entreprise. Alors là, mon parcours à moi, avec beaucoup de bénévoles, a vraiment une plus-value. Donner du sens, pourquoi on fait les choses ensemble, quelle est la finalité commune, quel est le grand dessein. Je pense que c'est un enjeu de premier ordre pour vous. Voilà. Il ne faut pas convaincre qu'il faut faire bien le travail, il faut convaincre qu'on le fait bien parce que derrière il y a cette finalité-là. Et là où par le passé peut-être beaucoup de populations, beaucoup d'hommes et de femmes acceptaient l'idée de tourner une vie sans savoir à quoi ça allait servir, je pense que l'accès à la connaissance, encore une fois, généralisé, engendre qu'il y a besoin de sens. Il faut que ça prenne sens. J'entendais l'épanouissement, me lever le matin en sachant pourquoi j'y vais, etc. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui n'était pas autant ancré. Ça existait bien sûr, je ne vais pas généraliser, mais ce n'était pas autant ancré dans les envies et les besoins des salariés. Ensuite, dernier point, et je pense qu'il faut y prendre garde, ce sera une petite anticipation avec le troisième question de l'ordre du jour, mais de cette table ronde, mais c'est être cohérent entre l'image, on va parler d'influence RH après, entre l'image que renvoie notre marque, notre entreprise, notre organisation, et la réalité de terrain. On pourrait avoir une tendance à surjouer, à surenjoliver les choses. C'est assez facile, finalement, aujourd'hui. On parlera d'influenceurs, on parlera de vidéos. Faire quelque chose de sexy, c'est pas très compliqué, c'est à la portée de tout le monde. Est-ce que c'est en cohérence avec la réalité vécue dans l'entreprise? Pas nécessairement. Et je crois donc qu'un des éléments clés, c'est la cohérence entre ce qu'on va envoyer comme image à l'extérieur et la réalité perçue à l'intérieur. S'il y a une trop grosse différence, un trop gros gap entre les deux, à un moment donné, cette bulle, elle explose. Les personnes qui vont le plus potentiellement vous aider à recruter, vous aider à être attractif, ce sont vos propres salariés. Ce sont vos premiers ambassadeurs. Si eux sont totalement en désaccord avec l'image que vous renvoyez, en tout cas, c'est pas du tout comme ça qu'ils l'aperçoivent en interne, alors on va se retrouver avec un schisme vraiment important et qui peut dissuader un bon nombre de candidatures, en tout cas, et ou de finalisation à l'intérieur de l'organisation. Donc l'ADN, ça a été mentionné avec l'exemple de WIG, l'ADN, est-ce que dans le temps il est suivi, est-ce qu'il est cohérent avec l'image qu'on renvoie? Je vais donner un exemple concret, encore une fois sportif. Il y a deux sportifs qui communiquaient de manière excellente sur les réseaux. Il y avait, en l'occurrence, une apprentie en communication qui était exceptionnellement douée, à la fois sur l'aspect production, à coût quasiment nul, même nul, à coût nul, elle faisait tout toute seule, et à la fois en termes de politique, de stratégie. Donc, ce club-là s'est démarqué digitalement des autres et est devenu un club omniprésent sur le devant de la scène en termes de communication. Donc, il recrutait les meilleures joueuses, il recrutait les meilleurs entraîneurs, etc. Mais la réalité de terrain, c'est que financièrement, il n'était pas du tout stable. Et lorsque cette problématique de trésorerie, principalement, a fait surface, le club a sollicité de l'aide de ses supporters, de ses fans, de tout le public qui peut être, à un moment donné, pris par cette passion. Cet appel à don, cet appel à soutien financier, a obtenu absolument aucun soutien. La raison principale, c'est que tous les potentiels donateurs se sont dit, mais ils n'en ont pas du tout besoin. Regardez, il y a des stories tous les jours, quand ils prennent l'avion, le car, enfin, ils n'ont pas besoin d'argent. Cette communication était tellement réussie qu'elle donnait l'impression que cette structure était une structure bien au-delà de ce qu'elle était réellement. Et au moment où la réalité a rejoint la fiction, même personne n'a voulu aider. Personne n'a voulu soutenir. C'est là notre parler. Merci beaucoup. Et puis, selon votre parcours, comment percevez-vous l'évolution des RH? Alors, imaginons que je sois ChatGPT, par exemple. Sous quel angle vous souhaiteriez que j'aborde ma réponse?
Parce que là, il y a quand même eu pas mal d'éléments de réponse, j'avoue que j'ai pas envie de faire de redites. Autour de l'évolution de domaine RH, imaginez, voilà, que je sois ChatGPT, comment vous souhaitez que je formule ma réponse. Est-ce qu'il y a des sujets que vous souhaitez particulièrement aborder dans le cadre de cette question? Sinon, ne vous inquiétez pas, je vais avoir des choses à dire. Est-ce qu'il y a un sujet, comment? Plus besoin de recruteurs? Ok, vous pensez qu'aujourd'hui on n'a plus besoin de recruteurs dans les entreprises? Ouais, ok. En fait, il y a justement une sorte de proverbe qui dit avant, on sélectionnait passivement des candidats en recherche active, c'est ce que tu disais, Christophe, hein, c'est-à-dire que les CV en fait pleuvaient. D'ailleurs, petit sondage dans la salle, qui a déjà envoyé un CV papier dans une entreprise? Ah ouais, quand même, ok. Il y en a pas mal, hein. Ok, donc avant on sélectionnait passivement des candidats en recherche active et aujourd'hui on sélectionne activement des candidats en recherche passive et c'est la raison pour laquelle on va parler ensuite de création de contenu, d'influence RH. Alors à savoir si on a encore ou non besoin de recruteurs, je dirais qu'on a besoin de recruteurs mais plus le recruteur au sens, on va dire presque administratif du terme ou au sens traditionnel de savoir je poste une offre, j'attends que les candidatures pleuvent, je contacte les candidats, je fais les préqualifications téléphoniques, je fais passer l'entretien et je vais jusqu'à la signature du contrat. Non, on est sur un rôle, à mon sens, de recruteur-marketeur. Les recruteurs, et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui font un peu la gueule par rapport à ça, ils se doivent d'être de plus en plus visibles, de créer du contenu et j'ai pas mal de contacts, notamment sur LinkedIn, que je vois poster au quotidien leur présence sur un forum école, des contenus vidéo qu'ils auraient pu réaliser par eux-mêmes ou par le biais justement de créateurs de contenu externes, des choses comme ça. Voilà, ou des offres d'emploi par exemple. Alors moi je leur recommande de ne pas poster les offres d'emploi parce que ça les place eux-mêmes en demande vis-à-vis des candidats potentiels. Et needy is not sexy, vous connaissez peut-être ce proverbe, pas du tout savant, mais voilà. Mais en tout cas, intéressant cette question. Est-ce qu'il y en a une deuxième? Ouais. Depuis tout à l'heure, vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, les RH doivent s'adapter à ces évolutions. Mais comment peut-être, surtout pour attirer les talents et que les salariés, mais comment aujourd'hui, en tant que candidat, on peut s'adapter à ça et comment on peut se développer justement C'est intéressant parce que ça rejoint justement la question qui m'est posée, donc merci beaucoup. C'est effectivement, en fait, on fait jeu égal. C'est-à-dire que les candidats aujourd'hui font jeu égal avec les recruteurs. Ce qui est intéressant, selon une étude Hello, c'est que quand on pose la question aux candidates et aux candidats de qui a le pouvoir sur le process de recrutement, on a à peu près ce type de réaction, à savoir, ce sont toujours les recruteurs qui ont le pouvoir. À l'inverse, quand on pose la question aux entreprises, elles nous disent tous, que ce sont les candidats qui ont le pouvoir. Honnêtement, quand je vais dans les entreprises, elles me disent mais en fait c'est galère aujourd'hui, je galère à trouver des candidats, help, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Et à l'inverse, les candidats ne savent pas trop quelle carrière embrasser, ne savent pas trop vers quel métier aller, etc. Donc aujourd'hui, je pense, en tout cas moi ce que je constate parmi les candidats, je ne sais pas si c'est votre cas, vous me le direz, c'est qu'on est face à des profils particulièrement anxieux. On ne sait pas trop vers quelle carrière évoluer, on n'a pas toutes les réponses à nos questions en termes d'opportunités d'évolution, de possibilités de rémunération, de flexibilité, de télétravail, etc. Et à mon sens, le rôle de l'entreprise, c'est de rassurer ces candidats anxieux. Face à un profil anxieux, on le rassure, on va lui donner des éléments de réponse. Et donc, le jeu que vous pouvez avoir en tant que candidate et que candidat, c'est aussi de créer du contenu. Les entreprises créent du contenu pour se rendre visibles et recruter plus facilement. Et à mon sens, les candidats doivent faire à peu près la même chose. À savoir être sur le même terrain de la création de contenu, c'est-à-dire de charter son profil LinkedIn, par exemple, avec un bandeau propre, une belle photo, on pourra en discuter si vous voulez après l'intervention, de poster de temps en temps, ça peut être par exemple un post par semaine, ou ça peut être même tout simplement de commenter les posts des autres, et quelque chose d'hyper simple, là, est-ce que vous êtes toutes et tous connectés sur LinkedIn? Ben, ça c'est top. Donc en gros, moi ce que je vous recommande de faire, c'est dès que vos camarades vont poster, par exemple autour de cette matinée, et ben voilà, likez, commentez, réagissez en fait au post de vos camarades, parce que d'une part vous allez leur faire un cadeau, vous allez vous faire un cadeau à vous-même parce que vous allez vous donner de la visibilité à travers ça, et vous allez faire un cadeau à l'EFAC aussi, en travaillant justement sur la student advocacy, c'est-à-dire que si la communauté EFAP commence à être hyper active sur LinkedIn, je peux vous garantir que l'école va grimper dans les classements étudiants. C'est une évidence aussi. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais on pourra en reparler avec plaisir. Merci beaucoup. Donc, Guillaume, on va rester avec vous pour la dernière question. En quoi l'intégration de l'influence RH dans les pratiques traditionnelles de recrutement
représente-t-elle un changement significatif dans la gestion des ressources humaines et des talents au sein des entreprises modernes? C'est hyper intéressant comme question parce que quand on parle d'influenceurs, bah, on pense tout de suite à Squeezie, à Maddy, à tout un tas d'influenceurs qui vont faire des photos dans des lieux paradisiaques. L'influence RH, c'est complètement différent. Déjà, on ne va pas avoir la même audience, on ne va pas avoir les mêmes volumes de personnes qui vont nous suivre parce que c'est pas évident en fait, en tant que candidat et que candidate, de suivre, de réagir à des contenus sur le monde du travail. Parce que si on réagit, ça veut dire qu'on s'expose. Et on s'expose potentiellement avec des photos de nous en vacances, etc. On n'a pas envie de se griller. Donc l'influence RH, c'est vraiment complètement différent de l'influence, par exemple, type lifestyle, voyage et tout ce que vous voulez. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que quand une tendance fonctionne au niveau marketing, pour commercialiser des produits, par exemple, quelques années plus tard, elle tend à émerger dans le domaine RH. Par exemple, je vous prends les applications de rencontre. Donc les applications de rencontre, vous swipez gauche, droite, etc. pour sélectionner une autre personne qui vous conviendrait. Et bien en fait, dans le monde du recrutement, maintenant, c'est comme ça. On swipe un peu à gauche et à droite pour trouver des opportunités professionnelles qui peuvent nous convenir. On est un peu dans ce système de zapping qu'on n'avait effectivement pas avant. Et aujourd'hui, l'influence, c'est exactement la même chose. L'influence, on sait que ça vend. On sait que ça crée de l'audience, ça crée une dynamique, ça crée de l'engagement en fait. C'est-à-dire que quand on a un influenceur produit qui publie, on sait que derrière, ça va démultiplier les ventes. C'est exactement cette tendance qu'on applique aujourd'hui dans le domaine du recrutement, dans le domaine de l'emploi. C'est-à-dire que plutôt que ce soit l'entreprise qui publie sur ses pages groupe, du contenu hyper institutionnel, on va faire appel à des créateurs de contenu externes qui ont une légitimité sur les sujets RH, sur les sujets liés au monde du travail, qui vont poser les bonnes questions aux employeurs, qui vont poser en fait les questions que vous posez vous. En fait, on est, nous, créateurs de contenu RH, des tiers de confiance. C'est-à-dire que moi, je vais poser en fait aux employeurs les questions que vous posez au quotidien. C'est la raison pour laquelle je vous les pose aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Bien sûr, merci beaucoup. Christophe, quel est votre avis selon la question? Alors, non, ça va. Voilà, je suis revenu. Pour moi, l'influence RH, ça ne rend pas obsolète le recrutement tel qu'on l'a vécu depuis longtemps. Simplement, les moyens sont tels, et comme je le disais à bas coût, que la résonance de ce qu'on peut publier, créer, mettre à disposition, communiquer, est sans commune mesure avec ce qui s'est fait auparavant. Donc, plutôt que de dire ça risque de supprimer le job des recruteurs, je dirais ça permet d'attirer des talents, notamment les talents inactifs. Ça, c'est vraiment notre angoisse, d'arriver à réveiller des gens qui ne se posent même pas la question de changer de boulot et qui n'ont pas envie de répondre à 50 sollicitations LinkedIn par jour parce qu'ils ont autre chose à faire et qu'a priori ils ne vont pas avoir envie de bouger, sauf si on arrive à créer des équipes. C'est les cabinets de recrutement, je pense, qui sont très inquiets et dont une bonne partie a disparu d'ailleurs. Je fais la distinction entre la chasse de tête, vous en avez peut-être entendu parler, c'est vraiment les cas dirigeants, les experts rares, et là il faut aller les chercher, c'est des méthodes très particulières, ça coûte très cher à l'entreprise, et les cabinets de chasse de tête sont florissants, mais une guerre des talents, les entreprises sont prêtes à payer. En revanche, pour les jobs de quasi-débutants, de managers intermédiaires, de comptables qui sont une pénurie dans les entreprises, je peux vous étonner, les cabinets de recrutement sont supplantés par les équipes internes. À Euronews, j'avais embauché une ancienne d'un cabinet de recrutement, qui est donc devenue directrice du développement RH, notamment des talents. Avant elle, 95% des recrutements via des cabinets de recrutement. Après elle, 1% des recrutements via des cabinets de recrutement. Tous ces recrutements, avec une équipe de 3 personnes, elle les fait sur LinkedIn. Donc elle poste beaucoup, y compris les créations d'entreprises, et c'est facile dans un média. Vous faites des reportages originaux, certes ils sont sur le site du média, mais si vous les postez sur la page LinkedIn, ils sont encore mieux vus par ceux qui s'intéressent au recrutement
changer de job. Donc, ça transforme vraiment la réalité des cabinets de recrutement, plus qu'en interne. Parce que la shortlist, elle est fondamentale et je pense qu'elle demeurera toujours. La shortlist, c'est, dans l'idéal, les 3 candidats qui sont les plus compétents pour prendre le poste. Et heureusement, l'humain continue à être essentiel. C'est un job et un processus très subjectif, le recrutement. Vous pouvez être pris avec tel recruteur et avec tel manager, et pas avec un autre, alors que vous êtes la même personne. Je donne un tout petit exemple pour le fun. Quand j'étais DRH de LCI, j'ai vu comme candidate Anne-Sophie Lapix, c'est qui présente le journal de France 2, et je ne l'ai pas prise. Pour plein de bonnes raisons que je ne peux pas développer ici, parce que j'en avais notamment toutes les deux qui lui ressemblaient beaucoup, même formation, et je ne voulais pas de clonage. Et donc elle n'est pas rentrée dans les médias à ce moment-là, elle sortait d'école. Je suis parti de LCI au bout de 3 mois, et mon successeur, auprès de qui elle a postulé, l'a embauchée. Et après, elle a fait la carrière que vous connaissez aujourd'hui. Donc, d'abord, il ne faut pas se désespérer si on n'est pas recruté. Vous ne l'êtes pas aujourd'hui, pour des raisons en partie subjectives. De toute façon, il n'y a qu'un au bout du bout qui est recruté, et tous les autres candidats qui ne le sont pas. Donc, et je reprends le fil. Oui, cette dernière, comme on dit dans d'autres domaines, le dernier kilomètre, il reste une relation intuitu-personnelle entre une équipe RH et une équipe opérationnelle. In fine, c'est le manager de l'équipe qui va prendre la décision. Et cette relation de confiance qu'on bâtit au cours du dernier entretien en particulier, pour moi, il y a un moment essentiel dans le processus de recrutement, c'est la poignée de main. Le contrat n'est pas signé, mais on se dit déjà qu'on va travailler ensemble et on a mis au point ce qui sera les points les plus importants du contrat. Ça, je trouve que c'est essentiel, c'est la relation humaine et l'intelligence artificielle nous aide à supprimer des tâches administratives, nous ramène des candidatures plus qualifiées, mais il y a heureusement cette phase finale qui reste essentielle entre 2 êtres humains qui se lient pour un certain temps, en général indéterminé, en tout cas pour un certain temps. Merci beaucoup. Arnaud, on a commencé avec vous, on finit les questions avec vous. Et la même question, en quoi l'intégration d'une influence RH dans les pratiques traditionnelles de recrutement représente-t-elle un changement significatif dans la gestion des ressources humaines et des talents au sein de l'entreprise? Alors moi j'ai une réponse qui va être un petit peu particulière parce que avant de venir évidemment je me suis posé des questions, on a reçu le chemin de fer et je me suis dit tiens cette question-là m'intéresse beaucoup mais j'ai l'impression que j'en suis hyper éloigné. Et en réfléchissant et en retraçant un petit peu les dernières années, je me suis dit non, pas du tout. Pourquoi penser ça? Ils ont mis en place ce qu'on appelle la draft, les salariés, enfin plein de process et de règles qui font que les meilleurs jeunes, les meilleurs rookies vont être recrutés par les moins bonnes franchises. Ils rééquilibrent pour qu'il y ait une forme de concurrence qui se réinstalle de manière à maintenir l'incertitude dans le résultat. Le modèle européen n'est pas du tout comme ça. Les plus gros cylindrés vont avoir la possibilité d'avoir plus de masse salariale, les meilleurs joueurs. Voilà. Paris, par exemple. Entre autres. C'est assez clair pour vous, ça? Donc, qu'est-ce qui fait la différence ensuite? Alors, je me suis reproché dans ma propre carrière à moi, et quand j'ai recruté des joueurs, et j'en ai recruté beaucoup, j'étais à Marseille, dans un sport où le ballon fait quelques centimètres de diamètre de moins que celui qui compte vraiment. Donc, pas forcément avec beaucoup de moyens. Puis moi, quand j'arrive, c'est un club, c'est tout petit. Il y a 70 licenciés, on joue en départemental. Quand je l'ai quitté, on était 600 licenciés, on joue en national, et puis voilà, c'était une vraie réussite sportive en tous les cas. Plusieurs critères qui me viennent à l'esprit. La première, c'est donc par rapport à cette stratégie d'influence, j'ai mis en place très tôt un tournoi des centres de formation. Donc, quel rapport avec ce qu'il nous raconte? Pourquoi ça? Un tournoi des centres de formation chez les jeunes. L'idée, c'était de dire, regardez, on n'est pas dans la haute sphère, on n'est pas dans la haute performance, mais chez les jeunes, on fait jeu égal. Alors, les grands noms ici, chez nous, c'est Montpellier, c'est Nîmes, c'est Saint-Raphaël. On fait le PHC, peut-être, précisément, plus proche d'ici. On fait jeu égal avec eux. L'idée de départ, c'était quoi? C'était de dire, les jeunes, ils vont venir vivre une aventure à Marseille. À un moment où on s'imprègne dans les poils de l'énergie et des émotions qu'on peut vivre. Je fais un tournoi de grande ampleur à Marseille. Je ne retiens pas que le club de Marseille, c'est pas un club de D1. Je retiens qu'à cet endroit-là, il y a de la formation, il y a de la qualité, il y a du handball qualitatif. Quand je vais faire mes études, si elles m'amènent à Marseille,
si elle m'amène à devoir choisir entre STAPS Lumini et STAPS Dunkerque, je choisis quoi? Potentiellement, je choisis STAPS Lumini. Cette stratégie d'influence RH, elle existait déjà là, en fait. Elle était déjà ancrée, sans que j'ai mis le mot dessus, sans que j'ai spécialement identifié à l'époque que c'était ça. Mais on était clairement là-dedans. J'insinuais dans l'esprit de jeunes joueurs, talentueux, les meilleurs, hein, les meilleurs des meilleurs, que le moins mauvais choix pour eux, s'ils étaient amenés à faire du handball leur passion, et de coupler ça avec les études, Marseille était un des champs des possibles. Donc en fait, je crois que cette influence RH, elle a surtout une action sur le volume, sur le potentiel de Prosper, en fait. Ça ne changera rien, et je rejoins totalement Christophe, ça ne changera rien au processus de recrutement ensuite, dit traditionnel. Par contre, le volume de personnes qu'on peut toucher et la qualité de ceci, très très concrètement influencé par ça. Il y a une action directe, majeure. Je finis avec une notion de ciblage aussi, parce qu'on n'en a pas forcément parlé, mais il y avait quand même la possibilité des profils de rencontres, etc. Mais c'est un peu la même idée. Lorsqu'on est sur une structure, par exemple, plus modeste, où on n'est pas avec le pouvoir d'attraction de TF1 ou de la ville de Marseille, etc., où notre marque n'a pas suffisamment cette notoriété, cette force pour être un pouvoir d'attraction par nature. Disney, c'est pas mal qui aimerait bien être Disney, ça semblerait assez cohérent. Apple, peut-être aussi, ça devrait faire quelque chose de cohérent dans votre parcours de projet de vie professionnel. Il y a une nécessité de s'adapter à des réalités de terrain. Dans mes réalités à moi, il y avait la nécessité de recruter des gens qui s'installaient et qui étaient solides dans leur vie personnelle et professionnelle. J'avais des joueurs professionnels, j'avais des joueurs semi-pro et j'avais des joueurs amateurs. Pour solidifier une équipe, si j'ai des joueurs amateurs qui sont installés sur ma ville et que je les fidélise et que ce deviennent vraiment des éléments clés et forts de ma structure, alors j'ai tout gagné. Parce que je vais avoir un professeur d'éducation physique et sportive qui me met 10 buts par match, qui demande 3 fois rien, qui est logé, donc j'ai pas besoin de le loger, j'ai à peine besoin de le payer, il est là, il construit son foyer, il a désormais une femme, maintenant un enfant, ça y est, il est chez moi, il faut absolument que je le conserve. Ce ciblage-là se fait aussi par l'influence RH. Comment j'arrive à convaincre que dans les acteurs du secteur, en proximité, c'est moi le meilleur. Complètement différent de cette problématique. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Maintenant, on va laisser la place aux questions. Alors, comme hier, on n'est pas gêné, hein, on pose toutes les questions qu'on peut poser. Allez-y, sans vous couper la parole. Moi, je voulais juste savoir, on est tous dans un secteur qui est assez bouché, on a tous essayé de se spécialiser dans nos passions, du coup. Et du coup, est-ce qu'il y a une manière dont on va cibler, par exemple, l'envoi des CV par rapport à la position futur employeur et de postuler pour des postes pour des stages? Est-ce qu'on est là, par exemple, que envoyer des CV à des entreprises dont on ne sait pas s'ils cherchent vraiment ou alors est-ce qu'on doit attendre de chercher, par exemple, sur LinkedIn, des entreprises qui cherchent d'eux-mêmes On peut peut-être partager nos partages. Ouais, partageons. Je sais pas combien de temps on a d'ailleurs pour les questions, ils sont en un max. Ok, ça marche. Ouais. Bon, je réponds rapidement. En fait, aujourd'hui, pour moi, en tout cas, la recherche d'emploi ne se limite pas à l'envoi d'un CV. Déjà, en fait, je pense que même l'envoi du CV, à mon sens, en tout cas, constitue qu'une infime partie de la candidature. Pour moi, le CV, donc certes, il faut le travailler, et là vous avez des modèles sur Canva qui sont hyper pratiques, il faut faire un truc hyper clair, il faut surtout l'adapter, le CV, à chaque offre d'emploi à laquelle vous postulez. C'est-à-dire qu'en haut de votre CV, vous avez votre nom, vous avez le poste auquel vous candidatez, et après, dans le déroulé, il faut montrer en quoi le CV est cohérent avec l'offre à laquelle vous postulez. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, sur Glassdoor, vous connaissez Glassdoor ? C'est un site d'avis en ligne, ça appartient à Indeed. Là, je sors 10 vidéos avec eux et aujourd'hui, ils vont sortir une vidéo spécifiquement justement sur le sujet du CV. Donc, il faut savoir comment formuler ce CV, savoir quels sont les endroits auxquels le recruteur prête particulièrement attention, mais surtout, ce qui me semble le plus important, c'est encore une fois de se rendre visible sur d'autres canaux, d'avoir un profil LinkedIn qui soit cohérent avec votre CV, avec votre candidature. C'est aussi de développer votre réseau professionnel.
de sorte que lorsque vous envoyez votre CV au recruteur, vous puissiez en parallèle entrer en contact avec des personnes au sein de l'entreprise pour demander confirmation que le CV a bien été reçu, pour confirmer vos motivations à travailler au sein de cette boîte et pour lui demander, ok, comment optimiser les chances d'obtenir ce poste? Est-ce que vous avez un contact privilégié au sein de la boîte que je puisse adresser pour justement confirmer ma candidature? Donc votre CV, c'est juste un support qui vient confirmer vos compétences, mais derrière, il faut aller grenouiller vraiment aller au sein de l'entreprise, contacter les bonnes personnes et essayer de placer justement votre CV en haut de la file. À mon sens, c'est la stratégie à adopter. Pour compléter, je souscris complètement à ce que dit Guillaume. Le CV comme ça, avec la lettre de motivation ou pas, ou les 3 lignes de mail, c'est une bouteille à la mer. Quelqu'un va arriver sur une plage et quelqu'un l'ouvrira, mais c'est extrêmement rare. Donc, répondez à des besoins. Vous perdrez beaucoup moins de temps. Et surtout, vous êtes en alternance. C'est d'accord. Ne vous interdisez pas de répondre à des offres qui demandent 2 ans d'expérience. Vous avez fait X stages. Si vous cumulez, ça fait peut-être pas 2 ans, mais le recruteur, il cherche le mouton à 5 pattes. Donc, il y a des cases, il y a des candidats qui cochent plus de cases que d'autres, mais rarement 6 cases. Donc, par tout ce que vient de dire Guillaume, vous pouvez vous créer de la valeur qui fera que vous serez quand même au moins invité à passer un entretien. Ensuite, renseignez-vous effectivement bien sur l'entreprise pour être sûr que vous n'allez pas perdre votre temps dans une entreprise dans laquelle vous ne serez pas heureux. Attention à Glassdoor. C'est le site qui ressort toujours pour la réputation des entreprises. Le client. Non, mais Glassdoor, je connais bien, j'y ai été confronté. C'est très bien pour casser ce que les entreprises risquent de bâtir, c'est-à-dire une fausse marque employeur. Comme en RSE, on fait du greenwashing. On a nos ambassadeurs, on dit qu'on fait ça, mais en fait, à l'intérieur, c'est partiellement, voire totalement différent. Donc Glassdoor, en donnant la parole à des anciens salariés, des anciens stagiaires, des gens encore en poste, a une vertu, c'est de démystifier ce qui n'est pas. En revanche, vous savez très bien qu'il est plus facile de critiquer que d'applaudir les réussites. Donc, appliquer un coefficient aux avis de Glassdoor, ce qui est bien, c'est que vous avez comme ça un classement des entreprises, il y en a quand même qui ont plus de critiques que d'autres, voire plus de satisfaits que d'autres. Et encore une fois, c'est surtout ça qui est mécontent. J'ai eu une mauvaise expérience, j'ai vécu avec une stagiaire de l'ECRA de Lyon. C'est-à-dire qu'on ferme la voiture avec 3 autres. Bon, bah c'est bien, ça met l'ambiance sur le propos, c'est cool. Je finis juste par cet exemple. On a eu un souci avec une stagiaire de l'EFAP en communication chez Euronews à Lyon. Le problème, c'était pas la stagiaire, c'était avant tout le manager. Ça nous a poursuivi pendant des mois, voire des années sur Glassdoor, alors même qu'on avait réglé la solution, que le manager a fait autre chose par la suite, etc. etc. Voilà, le petit bémol. Et une dernière question? À titre personnel, par le bout, je suppose que vous avez eu des personnes en entretien, que c'est pas qui ne l'est pas. Comment on peut vraiment se mettre en avant et retenir l'attention des recruteurs? Quelle candidature, déjà en amont avec des CV, avec des motivations, est-ce qu'il y a des choses pour vous qui doivent revenir et qui vont vraiment retenir votre attention? Et même en entretien, de façon réelle, des choses à vraiment mettre en avant, est-ce que des On va parler en premier. J'ai fait ça il n'y a pas longtemps, plein de fois, probablement moins que dû à différentes bien sûr. Très concrètement, je vais répondre avec mes mots. Il est rare que vous soyez face à un recruteur unique, qui soit seul. Ça peut arriver, mais c'est quand même très rare. Un des éléments qui est essentiel pour moi, c'est de quelle manière le candidat considère toutes les personnes présentes. Est-ce qu'il identifie très rapidement qu'il y a un ou une chef qui va prendre la décision et qu'il se concentre quasiment que sur cette personne-là? Ou est-ce qu'il est capable de chercher à concerner l'ensemble de l'auditoire? Et ça, c'est très très important. Et vous avez, parmi les ateliers que vous avez à faire, les exposés peut-être que vous faites au sein de vos études, un énorme outil pour faire ça. Être capable de se dire, peut-être que potentiellement le décideur, c'est lui,
Mais peut-être que pour votre recrutement, mon avis va énormément avoir d'importance. Vous ne m'avez pas concerné du début à la fin, au moment où il me pose la question, alors, t'en as pensé quoi? Oh, ben, je sais pas. Apparemment, je comptais pas pour lui. Il n'y avait qu'une seule personne qui comptait dans la pièce, c'était toi. Et ça, c'est rédhibitoire, c'est terminé. Donc j'aurais déjà quelque chose qui relève de la communication non verbale à vous dire. Considérez tout le monde. Vous pouvez avoir un petit peu plus, accorder un petit peu plus d'importance, parce que ça peut être légitime, à l'un ou l'une des interlocuteurs ou des interlocutrices, mais prenez garde. Tout le monde peut avoir de l'importance. Ça peut être la secrétaire qui est là, qui vous semble, le secrétaire qui est là, le responsable administratif, qui ne semble pas être si important que ça, parce qu'il y a le DG à côté. Autant son avis, dans ce cas de figure-là, le DG, il va prendre que son avis à lui. Donc voilà, un élément relativement concret, simple, et qui ne change pas qui vous êtes, mais sur lequel vous avez peut-être besoin de bosser, parce qu'on est parfois pris par, voilà, cette personne-là est plus importante qu'une autre, il y en a beaucoup, des gens qui fonctionnent comme ça, et donc je vais lui accorder plus de crédit, plus d'importance. Ça devient quelque chose de naturel, et c'est un vrai problème pour moi, en tous les cas, quand je le décèle chez un candidat, ça peut être rédhibitoire. Pour rebondir en très peu de temps sur ce que dit Arnaud, il y a effectivement cet entretien collectif. Classiquement, il y a d'abord un RH et ensuite l'opérationnel, voire un deuxième opérationnel. Pensez que votre objectif avec quelqu'un des ressources humaines et avec quelqu'un d'opérationnel de votre métier est différent. Le RH, il va s'intéresser avant tout à votre personnalité. C'est un professionnel du recrutement, vous êtes quasi débutant, il va s'intéresser à votre potentiel, à votre devenir. Est-ce que vous allez bien vous intégrer dans cette entreprise? Et votre objectif, c'est de sortir de l'entretien en vous ayant fait un allié de cette personne. C'est-à-dire, est-ce qu'il va se mouiller auprès du manager à qui il va parler de vous? Le manager, il a juste vu votre CV, ils se sont mis d'accord, le RH et lui, pour que 5 personnes soient entendues dans le processus de recrutement oral. Et donc, il va dire, je l'envoie ou je ne l'envoie pas? Qu'est-ce que j'ai noté qui fait que je ne vais pas passer pour une bille, je ne vais pas me ridiculiser, alors même qu'il m'a demandé telle ou telle école, c'est pas la bonne école, et c'est vraiment une personnalité super. Donc vous devez vous en faire un allié, il va porter votre candidature. Moi j'ai commencé dans le recrutement, j'avais 23 ans, et je présentais des gens, des directeurs généraux de filiales chez Bouygues, etc. Franchement, parfois je me faisais remballer, j'avais un peu les chocottes en me disant, j'y vais ou j'y vais pas. Et je reconnais que parfois, je ne prends pas le risque, j'ai aussi ma propre réputation à asseoir, la crédibilité. Donc, vous devez vous dévoiler et faire du RH un allié. Après l'enjeu auprès de l'opérationnel, il est autre. Vous allez parler boulot, compétences, mais là le risque, c'est que lui parle beaucoup et vous très peu. C'est pas un professionnel du recrutement. Alors soit il est passionné, il vous parle de sa boîte, de son métier, on fait des choses géniales. Soit il est stressé, il va parler énormément, il ne vous laisse pas la parole. Puis à la fin, vous allez lui dire, alors t'en as pensé quoi? Il n'a pas parlé, tout petit peu. Il a laissé la place. Ah, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé. Voilà, donc coupez-lui un peu la parole de façon polie. Existez auprès de recruteurs qui parfois prennent toute la place. C'est vraiment deux entretiens complètement différents. Si vous retenez ça, c'est déjà important. Merci beaucoup. On va prendre la dernière question en live. Les autres questions, on va la prendre après la Il y a la pause pour y aller discuter encore. Il reste le... Alors du coup, il y avait une petite question sur le fait que les employés, maintenant, ils changent beaucoup plus facilement d'entreprise, ils ont beaucoup moins d'attaches. Et du coup, c'était de savoir, c'est quoi votre avis sur ce constat? À vous trois. Enfin, Ouais, je vous donne mon avis. En fait, j'ai pas le sentiment justement qu'ils changent plus d'entreprises. Tu vois, ils s'écoutent peut-être un petit peu plus, peut-être plutôt les entreprises qui ont du mal à les garder en fait. C'est peut-être plutôt ça le souci. Je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont en capacité de faire carrière, de suivre leur voie au sein de l'entreprise. Mais c'est juste, voilà, ils sont plus à même d'évaluer les opportunités d'évolution. Et si au bout de 2-3 ans, on ne me propose pas quelque chose qui peut me faire vibrer un peu plus, oui, je vais quitter l'entreprise pour aller chercher ailleurs. Et c'est vrai que vu qu'on est dans un contexte où les entreprises galèrent à recruter, elles vont être dans une dynamique de chasse. Elles vont aller chercher, même chez les concurrents, à débaucher d'autres personnes. Et forcément, on est plus vulnérable en fait en tant que candidat, puisque les entreprises vont venir directement à notre rencontre, alors que ce n'était pas le cas. Donc, il y a peut-être un peu plus de flexibilité due à ce fait-là.
J'ai un élément à apporter lié au sport de nouveau, parce que nous, dans le sport, on peut virer les gens et c'est facile en fait. Le droit du travail, il existe, mais il est complètement aménagé du fait de la particularité du sport, de performance, de compétition. Donc on engage, on vire, on change, on choisit de faire différemment, parfois en cours d'année même. Il est tout à fait possible de se séparer et de recruter. Alors, il y a un élément important, c'est que ça fait penser à ça, c'est que la façon dont on est arrivé dans l'entreprise peut avoir aussi de l'importance sur la façon dont on peut la quitter. Et à terme, c'est cyclique, ça revient. Les gens se parlent, les DRH se parlent, les directeurs sportifs se parlent, les joueurs se parlent. Donc dans cet univers-là où finalement on a accès à peu près toutes les informations, je crois que la manière dont on arrive, comment on s'essuie les pieds quand on entre, et la manière dont on s'en va, sont au moins aussi importantes par rapport à la question du turnover que le turnover lui-même. Est-ce que ça va à terme porter préjudice à l'image de l'entreprise et de la fonction RH au sein de cette entreprise? Est-ce que ça va vous porter à vous préjudice à terme parce que vous êtes parti peut-être pas suffisamment dans le remerciement de ce qui vous avait été apporté? Le parcours dans cette entreprise vous a apporté des choses, il n'y a pas de problème à aller apporter cette compétence acquise ailleurs. L'une des prophètes en son pays, vous voulez grandir, vous voulez accéder à d'autres missions, dans la structure dans laquelle vous êtes bloqué. C'est la même chose qu'un joueur de bon niveau, mais sur son poste, il y a un mec encore meilleur que lui dans ce club-là. Et bien, il va partir ailleurs pour pouvoir exister, tout simplement. Et c'est pas un problème, et personne dans... pas trahir quelque chose, personne ne dira le contraire dans l'entreprise. C'est normal de chercher à construire sa voie. Justement, ça pourrait paraître comme un manque d'ambition de rester à un moment donné sclérosé. Mais j'ai vu aussi des comebacks. Et il y a de plus en plus de salariés boomerang aussi, justement. Exactement. Qui partent et qui reviennent au sein de l'entreprise, ça c'est de plus en plus courant. Et donc la façon dont on est parti a encore plus d'importance dans ce cadre-là. C'est clair.